Bienvenue dans une nouvelle vidéo booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et où je vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler du livre La brillante destinée d'Elizabeth Zott, qui s'appelle Lessons in Chemistry en anglais, donc le titre n'a rien à voir, de Bonnie Garmus, qui est un livre assez populaire sur les réseaux, ce qui fait que j'avais envie de le lire. Ce livre est présenté comme étant pas mal une romance, mais en fait pas du tout. C'est surtout et essentiellement une fiction sur les femmes dans la science. Comme toujours, je vais vous présenter le livre, vous lire quelques pages de celui-ci, puis vous donner mon avis dessus. Vous pourrez retrouver en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos de ce type que j'ai posté sur ma chaîne. Il y en a de plein de types de livres puisque je lis plein de choses. N'hésitez pas à aller faire un tour si jamais ça vous tente. Voilà, je crois que j'ai globalement tout dit pour l'intro. Donc on est parti pour la lecture du résumé. Je passe sur ma liseuse pour éviter d'avoir trop de rétroéclairage. Apparemment, il y a une série aussi qui est du nom en anglais, donc Lessons in Chemistry, mais je ne l'ai jamais essayé. Elizabeth Zott n'est pas une femme ordinaire. Elle serait d'ailleurs la première à faire remarquer qu'il n'en existe pas. Nous sommes au début des années 60, et à l'Institut de recherche Hastings, où elle est chimiste, les hommes ont une vision très peu scientifique de l'égalité. Seul fait exceptionnel, le solitaire et brillant Calvin Evans, favori pour le prix Nobel, qui tombe amoureux de l'esprit rationnel d'Elizabeth et de sa beauté. Le résultat d'une véritable alchimie. Comme la science, la vie prend parfois des détours. Elizabeth abandonne la cuisine pour devenir la vedette de l'émission de cuisine la plus populaire d'Amérique, avec ses techniques inhabituelles qui se révèlent révolutionnaires. Mais alors que son influence grandit, elle ne fait pas que des heureux. Perspicace, juste, drôle, imprévisible, ce roman offre une galerie de portraits éblouissants et se montre aussi original et éclatant que son inoubliable personnage principal. Ce résumé est nul. Enfin, je comprends pourquoi il est comme ça, parce que je vois bien qu'il essaye de nous en dire plus sur ce qui va se passer, mais ça donne pas du tout envie. J'ai vu que le livre a été retraduit, j'ai l'impression, et que le titre, ou réédité en tout cas, et le titre est à nouveau maintenant Leçon de chimie. Bref, c'est pas grave. On est parti pour la lecture, donc je vais vous chuchoter en français les premières pages de ce livre. Novembre 1961. En 1961, à l'époque où les femmes portaient des robes chemisiers, adhéraient à des clubs de jardinage et conduisaient des voitures au siège envahies d'enfants sans ceinture de sécurité, et avant même de savoir que les années 60 seraient le terreau d'un mouvement culturel qui ferait date dans l'histoire, et encore moins que ses participants passeraient les 60 années qui suivraient à en faire la chronique. À cette époque où les grandes guerres étaient terminées, où les guerres secrètes étaient sur le point d'éclore et où les gens commençaient à penser différemment et à croire que tout était possible. La mère de Madeleine Zott, 30 ans, se levait à l'aube tous les matins, certaine d'une seule chose: sa vie était finie. Malgré cette certitude, elle n'oubliait jamais de passer dans son laboratoire pour préparer le déjeuner de sa vie. Ce jour-là, Elizabeth Zott écrivit sur une petite feuille de papier, avant de la glisser dans la boîte à lunch de sa vie: du carburant pour apprendre. Elle marqua une pause, son crayon en l'air, comme si elle réfléchissait. Fais du sport à la récréation, mais ne laisse pas les garçons gagner systématiquement, écrivit-elle sur une autre feuille,
en tapotant son crayon sur la table, elle s'empara du crayon d'une troisième et y nota. Ce n'est pas le fruit de ton imagination. La plupart des gens sont affreux. Elle plaça les 2 derniers petits mots sur le dessus. La plupart des jeunes enfants ne savent pas lire, sauf des mots comme toutou ou papa. Mais Madeleine lisait depuis l'âge de 3 ans et à 5. Elle avait déjà lu presque tout Dickens. Madeleine était de ces enfants-là, du genre qui pouvait redonner un concerto de Bach, mais qui ne savait pas laisser ses chaussures, qui pouvait expliquer la rotation de la Terre, mais ne savait pas jouer au morpion. Et c'est là que résidait le problème. Car si les prodiges de la musique sont souvent célèbres, ce n'est pas le cas des lecteurs précoces. Et c'est parce que les lecteurs précoces sont bons dans un domaine que les autres finiront aussi par maîtriser. Donc, être le premier n'a rien d'extraordinaire. C'est juste agaçant. Madeleine l'avait compris. C'est pourquoi elle se faisait un devoir chaque matin, après le départ de sa mère et pendant que Harriet, la voisine, la gardait, était affairée de retirer les petits mots de la boîte pour le repas, de les lire puis de les ranger avec tous les autres mots qu'elle gardait dans une boîte à chaussures au fond de sa banderie. Une fois à l'école, elle faisait semblant d'être comme tous les autres enfants, fondamentalement illettrés. Pour Madeleine, s'intégrer était plus important que tout, et elle ne manquait pas d'arguments. Sa mère ne s'était jamais intégrée, et voyez ce qui lui était arrivé. C'était à Commons, dans le sud de la Californie, où il faisait généralement chaud, mais pas trop, où le ciel était généralement bleu, mais pas trop, et où l'air était pur, parce qu'à l'époque, l'air l'était, qu'elle était allongée sur son lit, les yeux fermés, et attendait. Bientôt, elle le savait, on déposerait un doux baiser sur son front, une couverture serait soigneusement remontée sur ses épaules, et un carpe diem serait murmuré à son oreille. 1 minute plus tard, elle entendrait une voiture démarrer, le crissement des pneus de la Plymouth dans l'allée, le grincement du passage maladroit de la marche arrière à la première, et sa mère, irrémédiablement déprimée, se rendrait au studio de télévision, où elle enfilerait un tablier et s'avancerait sur le plateau. L'émission s'appelait « À table, c'est l'heure du souper » et Elisabeth Zott en était la vedette incontestée. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour ma lecture. Je passe à mon avis sur ce livre. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, je vous avoue que, en fait, je ne me rendais pas du tout compte du type de livre que ça allait être. Moi, je pensais lire un roman-romance avec un peu plus de science. Donc je pensais lire un truc type Ali Hazelwood. Vous savez, The Love Hypothesis, Love Theoretically, etc. Avec moins d'humour, qui se passait dans les années 60 et avec un côté un poil plus scientifique, parce que c'est comme ça que j'avais entendu parler du livre sur les réseaux. Alors, je suis tombée des nues. Déjà, je vous avoue que le livre, je l'avais commencé et que j'ai fait une pause de 3 mois avant de le reprendre, parce que le début m'avait pas du tout convaincu. Le personnage d'Elisabeth n'est pas du tout un personnage agréable et avec qui je me sens en lien. Alors certes, on aime la science toutes les deux, mais elle aime la science de façon complètement caricaturale. Ça fait vraiment la scientifique Barjot, qui ne vit que pour la science, qui ne respire que pour la science. Pour elle, c'est inenvisageable d'avoir des loisirs, de se marier, d'avoir une religion, etc. Parce que c'est vraiment la science, la science, la science. Alors oui, il y a des femmes scientifiques qui sont comme ça, d'ailleurs des hommes scientifiques aussi.
personnage principal qui soit comme ça, encore plus une personne représentée dans les années 60, donc vraiment exception à l'époque. Mais en fait, il y a un moment où ce n'est pas du tout un personnage représentatif. Par contre, en général, c'est vraiment un personnage très 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 caricatural. Et honnêtement, je n'arrive pas à me sentir proche d'un personnage qui n'a au début quasi aucune émotion. Et en fait, le peu d'émotion qu'elle va avoir presque, c'est quand elle va tomber donc amoureuse. Et là, alors là, c'est l'amour. Voilà. Mais la science reste toujours importante, mais quand même. Il se trouve que cet amour ne va pas pouvoir continuer. Je ne vais pas expliquer pourquoi, ce serait trop révélé du livre. Et là, pareil, plus rien ne peut être à la hauteur ou remplacer ou exister d'amour si cet amour-là a disparu. Donc oui, il y a des personnes qui, une fois un amour perdu, on va dire ça pareil, au sens large, ne peuvent plus jamais re-aimer, etc., etc. Mais il y en a quand même beaucoup qui aiment à nouveau. Alors peut-être pas aussi fort, peut-être beaucoup plus tard, le temps d'avoir comment dire, un deuil de cette relation. Je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, mais en tout cas, il y a une existence après ça, et là vraiment, non. Donc ça déjà, gros point noir. Et alors, le point qui, personnellement, et là c'est vraiment une histoire de goût, ne m'a pas du tout plu, mais peut-être que vous allez adorer, mais voilà. C'est le côté, tiens, et si on écrivait un énième livre pour dire à quel point les femmes se sont fait écraser, notamment dans la science, dans les années 60, et à quel point elles se faisaient agresser verbalement, physiquement, à quel point on leur déniait leurs droits, etc. Et c'est quelque chose que je vous dis souvent. Je comprends que ces livres-là soient écrits, soient fortement appréciés. Mais moi, je n'ai pas envie de lire des livres pour voir des personnages souffrir et se faire bafouer, dénier, martyriser. Peut-être pas martyriser, mais enfin vous comprenez l'idée. Pendant des pages et des pages et des pages et des pages. Qui en est un peu ok. Mais en fait, le but du livre, c'est ça. C'est de dénoncer à quel point les femmes dans la science à l'époque, mais c'est valable encore aujourd'hui, sont prises pour des idiotes, ne sont pas respectées, se sont fait et se font encore voler leurs découvertes. Et même les femmes dans la société en général, et comment les femmes au foyer, à l'époque tout comme aujourd'hui, on considère que ce qu'elles font est dû, que ça ne mérite, ce n'est pas un travail, que ça ne mérite pas de salaire, que ça ne mérite pas d'honneur et qu'elles ne sont pas capables d'être plus qu'une femme au foyer. Mais on le sait ça, on le sait. Et donc me l'entendre redire, comme je vous dis, pendant des pages et des pages et des pages, non, enfin voilà, moi je le sais. Et malheureusement, je ne vois pas l'intérêt, puisque comme je vous dis, c'est connu et archi connu. Et autant il y a des livres voilà, qui peuvent être marrants ou originaux ou je sais pas quoi, autant là c'est très froid comme livre je trouve. C'est très comment dire, très direct, très genre il y a ça comme fait, il y a ça comme fait, vous voyez. Et au final, mon personnage préféré de ce livre, pardon, c'était le chien. Non mais on en est là. Et en deuxième, Mad, la petite fille. Voilà quoi. Donc quand tes personnages préférés, c'est pas du tout les personnages principaux, et que c'est finalement leur apparition que tu préfères, qui sont pas du tout... Enfin, je vais pas dire que ça fait pas avancer l'histoire, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est pas les éléments clés. Voilà quoi. Donc je comprends que ce livre ait plu. Par contre, je ne comprends pas qu'il ait été vendu comme une romance, puisque ce n'est absolument pas ça. Mais si vous cherchez une fiction historique sur les femmes dans la science, ou voilà comment les droits des femmes ont été bafoués et rebafoués, une fiction sur
fait pour vous. Je me suis forcée à le finir parce que j'avais quand même un peu envie de voir comment il finissait. Par contre, c'est vraiment le genre de livre, pardon, justement, j'ai fait un lapsus, qui serait super en film, je pense. Et où il y aurait justement probablement le fait d'avoir une vraie actrice. J'ose espérer un léger adoucissement. Alors je dis bien léger. Du côté d'avoir l'image. Et voilà, ça c'est vraiment typiquement le genre de livre que je pense que j'apprécierais en film. Là où le livre, pas plus que ça. Mais c'est vraiment une histoire de goût. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, relaxé et diverti. Et j'espère avoir pu vous aider à savoir si ce livre était fait pour vous ou pas. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour des vidéos d'avis de livres et plein d'autres vidéos d'ailleurs sur le thème des livres. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également très souvent pour d'autres types de vidéos sur cette chaîne. Je vous retrouve aussi de temps en temps sur ma chaîne secondaire et je poste aussi des vidéos à propos de livres sur mon compte TikTok. Tout est en lien partout, vous pouvez trouver ça. Et je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.